Salam salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo avec Willou. On vient de terminer une nouvelle draft, une énième draft, mais cette fois-ci elle a été différente. C'est la draft des couches et des biberons, la draft des futurs stars, la draft des futurs bandits, qui sont en ce moment des petits voyous. Donc voilà, cette draft-là, j'espère que vous allez l'apprécier, elle sortira sûrement dans quelques jours. Willou, comment tu vas? Ah, ça roule, super intro, et je pense que je vais te laisser faire les intros des drafts la prochaine fois, parce que toujours aussi créatif. Très cool, c'était une super draft qui a été riche en rebondissements, et pour le coup on s'est vraiment marché sur les pieds. Enfin, il y en a surtout un qui a marché sur les pieds de l'autre, je crois. Ouais, c'est ça, franchement. Bon, on vous laisse. Il m'a pris 2-3 joueurs rapidement là-bas et tout ça, c'était compliqué, hein, sincèrement. Il y a eu beaucoup de temps d'arrêt, beaucoup de temps de réflexion et tout, ça n'a pas été très facile, ouais. Ouais, on va couper 2-3 trucs au montage. En tout cas, non, ça roule, et hâte de déballer le week-end et toutes les joyeuseries du foot européen. Tu me disais donc du coup que tu n'as pas eu l'occasion de faire ton récap du week-end, donc ça nous donne l'occasion aujourd'hui de revenir sur quelques sujets. Le premier sujet sur lequel j'ai envie de parler automatiquement, c'est cette équipe de Chelsea là. Je pense que tu vois Willou, c'est le monde dans lequel nous vivons malheureusement, nous tous. On doit assumer ce qu'on dit en fait, c'est pas facile. À chaque fois qu'on allume une caméra et qu'on dit quelque chose, on est foutu parce que les répercussions peuvent venir à tout moment. Malheureusement pour toi en ce moment, et peut-être que tu auras raison à la fin de la saison, on sait jamais. Mais tu as eu les cojones. Voilà, tu as eu les cojones de venir et d'oser dire que Chelsea finirait deuxième du championnat. C'était quand même très très osé de ta part. Aujourd'hui, ils font un début de championnat qui est, je pense, qui est catastrophique, on peut le dire. Quand tu vois les ambitions qui ont été affichées, quand tu vois l'argent qui a été investi, le coach qui a été changé et tout. Ils ont beaucoup de blessés, c'est un tout petit peu compliqué, mais là, ils n'arrêtent pas d'enchaîner les défaites. Même Manchester United qui a galéré un tout petit peu a réussi à retrouver un tout petit peu d'oxygène, j'ai envie de dire. Chelsea, ils en trouvent pas. Ils sont en apnée là. Mais pendant combien de temps, encore une fois? Je ne sais pas. Donc, je regarde les derniers résultats de Chelsea et je me dis, défaite face à Nottingham, 0-0 face à Bournemouth, 1-0, défaite 1-0 face à Aston Villa. Il y a un fait qui est cohérent et qui revient et qui est constant, c'est qu'ils n'ont pas d'attaquant. Ils n'arrivent pas à marquer. Et tu as un jeune Jackson qui est pertinent. Je pense que tu penses qu'il va faire une bonne saison. En tout cas, tu as eu l'occasion de nous le dire. Mais en ce moment, il fait une bonne saison, mais comme Darwin Nunez. C'est-à-dire, il est dans les bons mouvements, dans les bonnes courses, mais malheureusement, le ballon ne rentre pas. Bref, Chelsea est en galère. Ils sont dans la partie du championnat dans laquelle ils ne devraient pas être. Et ça fait trop longtemps qu'ils sont là-bas, en fait, déjà à la base. Ouais. Écoute, bon, le cas de Chelsea, c'est intéressant. Déjà, effectivement, c'est intéressant quand tu te positionnes fortement sur quelque chose, que ça tourne pas très bien au début et que ton compère, ton camarade, au bout de 3 journées, vient te proposer de faire une vidéo sur le sujet. C'est forcément... forcément, ça rend les choses un petit peu plus complexes. Mais en vrai, perso, je persiste et signe. Je pense que la deuxième place, deuxième, genre maintenant on voit que Arsenal, peut-être que ça va continuer comme la saison dernière. La base, elle est toujours aussi solide. Et Liverpool fait un début de saison vraiment intéressant aussi. Très chaud, ouais. Liverpool, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, offensivement, même si défensivement, il y a encore pas mal de lacunes, je trouve. Offensivement, il y a une vraie puissance de feu. Bon, un petit peu comme... ça, c'était un autre prono pour le coup sur Twitter il y a très très longtemps. J'avais dit... Early Season Prediction, Liverpool 3e. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de Chelsea. Et ce que je veux dire pour Chelsea, c'est qu'en vrai... Je vais persister et signer et dire pour l'instant je suis pas hyper inquiet parce que la réalité c'est celle que tu as soulignée. Chelsea, les occasions ils les produisent et en vrai ils finissent pas, mais au bout d'un moment ça s'inverse. Les statistiques avancées elles ont pas raison sur tout, c'est pas le be all end all, etc. Mais quand je regarde pour l'instant les expected points, les points qui auraient dû être marqués et la position que Chelsea devrait avoir s'ils avaient juste concrétisé leurs occasions à la moyenne, ils seraient 5e de Première Ligue. Ils ne seraient pas 14e, ils seraient 5e avec 11 points. Ils auraient marqué 12 buts. C'est 7 de plus qu'actuellement. C'est l'équipe en Première Ligue qui sous-performe le plus ses buts marqués. Ils ont un vrai problème à la finition. De toute manière, regardez les matchs de Chelsea. J'ai l'impression que c'est toujours la même histoire. Tu vois une première mi-temps qui est pas mal. Sur la production, il se crée pas mal d'occasions. Il y a 30 bonnes premières minutes, mais ils ne concrétisent pas. Et après, ça commence à tourner mal. Parfois, il y a un fait de jeu, il y a le carton rouge de Malo Gusto la dernière fois, c'est un problème.
en général, tu finis pas tes occasions sur la première mi-temps et ça te coûte à la fin. C'est ce que Pochettino il a soulevé. Il a dit en vrai, je suis pas si inquiet que ça. Faut juste qu'on finisse mieux parce que les occasions on les a et les statistiques avancées elles vont totalement dans ce sens. Même défensivement, l'équipe est relativement solide. Pareil sur le nombre de buts encaissés. Il y a que 6 buts encaissés. C'est à vue d'œil comme ça, je pense, la 3e meilleure défense de Premier League. Donc voilà, tu vois, c'est des choses qui sont pas si catastrophiques que ça. Et je pense que tirer des conclusions là, après 6 journées, faut faire attention. Parce que quand tu regardes après 6 journées, si on regarde le championnat la saison dernière, après 6 journées, il y a pas mal de trucs qui ont changé à la fin. Et quand Arsenal, il y a 2 ans ou quoi, après 6 journées, ils sont quoi ? Ils sont limite dans la position de relégable où il y a 2-3 saisons. Une galère. Donc voilà, même chose. Les débuts de saison, toujours à manier avec précaution. Je sais que ça va toujours être la même chose dès que tu fais un prono un petit peu osé et que ça tourne pas très bien. C'est normal, en vrai. Je veux dire, ça fait partie du jeu, c'est ça. Tu te mouilles aussi parce que c'est ça le truc intéressant, c'est ça le risque, tu vois. Il y a pas de récompense sans risque. Mais pour l'instant, sur la production que je vois, je suis pas si inquiet que ça. Le truc qui pourrait m'inquiéter, c'est il va pas y avoir de retour à la norme. Ça ce serait une situation inquiétante. En vrai, le différentiel là qu'on voit sur les chiffres avancés, c'est juste parce que Jackson, même pour toutes les occasions qui se créent, c'est un très mauvais finisseur. Peut-être, on verra. L'année dernière, il surperformait ses expected goals, donc c'était plutôt un bon finisseur, mais c'était sur un sample size assez réduit. Donc soit numéro 1, Jackson c'est un très mauvais finisseur, Chelsea a aucun bon tueur et ils vont continuer toute la saison et à la fin de la saison ils auront fini avec 25 buts de moins que ce qu'ils auraient dû marquer et là ouais ils seront pas dans le top 4 c'est sûr. Bon ça ce serait un scénario où tu peux t'inquiéter un peu. Et le deuxième scénario, celui-là je le trouve plus probable potentiellement, c'est Chelsea continue à quelque part ne pas concrétiser ses occasions et quelque part avoir un peu de malchance dans sa production. Et même si la production elle est là, le fait d'enchaîner les mauvais résultats, ça met trop de pression et soit Pochettino se fait dégager, soit le vestiaire commence un petit peu à lâcher. En fait, c'est ça ce qui est terrible dans le foot, c'est que tu peux vite enclencher une spirale négative parce que c'est les résultats qui sont le sang d'un groupe qui vit bien. Même si la production est plutôt bonne, quand tu regardes les chiffres avancés, comme on a dit, 3e meilleure défense de Premier League, là je pense 5e meilleure attaque pour l'instant, sur les chiffres avancés je veux dire. Mais si t'enchaînes et si dans 4 journées t'as toujours gagné qu'un seul match, ouais c'est problématique. Et je vais dire peut-être le 3e truc qui pourrait être un peu inquiétant sur Chelsea si vraiment on package tout ensemble, c'est que en Premier League les prochains matchs, bon déjà il y a un match contre Brighton en League Cup là ça va pas être facile, mais les prochains matchs en Premier League c'est Fulham et Burnley, ok. Après ça, Arsenal, c'est terrible. Brentford, Tottenham, Man City, Newcastle, Brighton, United. Ça, c'est la suite de matchs qui arrivent pour Chelsea sur un mois fin octobre-novembre, très très costaud. C'est le calendrier qui m'inquiète en fait. C'est comment ils vont faire pour s'en sortir dans ce calendrier-là. Parce que tu vois, à la fin de la journée, tout ce que tu as dit est totalement vrai. Moi, j'ai même envie de faire un parallèle qui n'est peut-être pas forcément, qui n'a peut-être pas raison d'être, mais je trouve que Chelsea, effectivement, c'est une équipe qui, bon, déjà, t'enlève les blessés. Beaucoup de blessés, vraiment beaucoup de blessés. Vraiment, c'est eux, on dirait, ils achètent les boys, ils arrivent, ils se blessent. Donc ça devient très compliqué en fait. Tu fais vraiment avec un effectif limité où tu as une infirmerie où tu as près de 7 à 8 joueurs de qualité. Des boys qui sont très importants en fait dans ton effectif, allant de Christopher Nkunku à à Reece James qui sont là et qui sont blessés. Tu as des boys aussi qui n'arrivent pas à performer. Peut-être qu'il y a une pression aussi et tout. Mais le parallèle que je voulais faire, c'est avec Burnley. C'est Burnley en ce moment, je regarde en championnat par exemple, même cette semaine face à United, ils perdent 1-0. Très beau but de la part de Bruno Fernandes, super passe de Johnny Evans. Mais tu regardes ça et tu te dis, Burnley joue bien. Burnley ne joue pas mal. En fait, pour moi, Burnley, ils vont réussir à tenir en Premier League. Ils vont s'en sortir à un moment donné parce que la machine, elle va prendre. Mais le problème, c'est que les ambitions ne sont pas les mêmes. C'est que t'en as un, il est arrivé en championnat. Dès le début, c'est compliqué. D'ailleurs, il a eu que des adversaires difficiles. Tu sens vraiment qu'on voulait le tester. Ouais. Mais Vincent Kompany, durant ses 6 premiers matchs, il a eu City et United. Déjà, sans compter tous les autres. Et même Tottenham, je pense aussi, en fait. Il a eu que des gros matchs, en fait, tu vois, durant ses 6 premiers matchs. Donc, mais son ambition, c'est de rester en première division. Donc, même s'il s'en sort 17
17e ou bien s'il s'en sort 16e, 15e, etc., on va dire c'est bon, il a réussi à le faire. Nottingham Forest, la saison passée, tu le dis, début de championnat compliqué, la saison passée, même période, Nottingham, ils sont pas à 0 points ou à 1 point, je sais même plus. Nottingham, on était là en train de dire Nottingham va pas s'en sortir, ils vont jamais s'en sortir, Nottingham. Et pourtant, ils s'en sont sortis en fait. Donc effectivement, une saison, il y a des hauts, il y a des bas. Le calendrier peut être en ta faveur, les ambitions que tu te donnes aussi en début de saison peuvent être en ta faveur. Moi, je pense qu'au niveau de Chelsea, il faut baisser les ambitions. Il faut accepter que là, tu es dans une nouvelle phase, que Pochettino même, il l'a dit, c'est pas l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions, c'est pas les mêmes joueurs, c'est juste que c'est tellement frais dans la mémoire des supporters de Chelsea, c'est tellement frais dans la mémoire collective de nous tous qu'on s'attend à ce que cette équipe automatiquement réussisse à performer. Mais il y a eu ce changement de direction là, il y a eu ce bordel là aussi pendant pas mal de temps. Beaucoup de joueurs sont partis. Je pense qu'il y a juste un manque de, j'ai envie de dire, de cohésion collective et de leadership. Mais ça, il faut du temps pour le créer. Maintenant, est-ce que le calendrier te donne ce temps-là? Est-ce que le calendrier te permettra d'avoir la patience des supporters? Moi, c'est là où vient le plus gros point d'interrogation, parce que le calendrier est trop dur. Il est trop dur pour eux, en fait. Aussi, ce qui réduit le temps, et mon dernier, peut-être, mon point de nuance par rapport au fait que je crois encore en Chelsea, mon point de nuance, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes en première ligue. C'est pas facile de faire top 2 quand là, d'un coup, t'as Liverpool qui commence à être très très chaud, t'as Newcastle qui se réveille et qui plante un 9-0, t'as Brighton qui est dans le top 3, qui est 3e de première ligue à l'heure où on se parle, et il y a Tottenham qui est en train de jouer un super foot. Et Aston Villa, Aston Villa, excuse-moi de te couper rapidement, j'ai vu le classement des points depuis 2023, mais le top 6, c'est ce que tu viens de dire en fait. C'est Aston Villa, Brighton, Newcastle, Tottenham, Arsenal, je pense, comment ça s'appelle, et Man City, etc. Donc il y a tellement de clubs qui sont le championnat. C'est la première ligue, c'est la première ligue, c'est costaud. Même on a parlé du calendrier tout à l'heure, le deuxième là que je soulignais c'était Brentford. Brentford c'est pas facile. Non. Donc bref, c'est toujours compliqué, et la concurrence cette année, on le dit depuis le début de saison, c'est peut-être la première ligue la plus serrée qui existe sur la bataille pour le top 4. C'est un enfer, il y a vraiment genre 8-9 clubs qui peuvent y prétendre. Donc ça forcément c'est le truc. Je dirais en vrai c'est peut-être mon inquiétude numéro 1 par rapport à mon prono Chelsea. C'est juste la concurrence, elle est effrayante. Mais par contre, sur la manière dont ça joue, et moi j'ai vu, je pense, quasiment tous les matchs de Chelsea, sauf le dernier là, et encore je l'ai regardé sur double écran, mais quand je regarde les matchs de Chelsea, fondamentalement ce que je vois, ok, c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, normal pour un nouveau coach et une équipe avec autant de jeunes, mais je serais beaucoup plus inquiet par rapport à mon prono, et j'aurais pas fait ce prono si je voyais une équipe qui se procurait pas de situation et qui craquait sur chaque attaque. C'est pas le cas pour Chelsea, donc voilà. Yeah. Donc on va donner du temps au temps et on va voir ce que ça va... Ça fait 6 journées, journées. On va voir ce que ça va donner, et j'espère aussi que la direction saura donner le temps à Pochettino et ne pas se presser. Je pense que laissez-le finir sa saison. Genre, il est temps qu'il laisse un coach finir leur saison, pas la peine de changer. Il joue rien cette année anyway, donc ça change pas grand-chose en fait. C'est-à-dire que même ça c'est plutôt un point positif par rapport à ce mois de novembre. Il n'y a pas d'Europe aussi. Gros calendrier, mais pas d'Europe. Il n'y a pas d'Europe, donc en fait il n'y a que le championnat. Donc laissez le gars travailler. On va voir ce que ça va donner, mais en ce moment c'est pas simple. Donc courage aux Blues. On va passer chez les Blancs rapidement. Ça va être très intéressant. Pourquoi? Parce que moi je pense que franchement ce week-end on a vu un fait qui est assez simple. Je vois que du vert. Le Real Madrid a tapé l'Atlético. En fait eux ils ont commencé déjà, quand je parle de Los Blancos, ces bandits là, ils ont commencé déjà la saison avec 3 matchs à l'extérieur si je ne me trompe pas. 3 victoires. Pour finir la rénovation. Exactement. C'était pas facile parce que aller jouer à l'extérieur dans des terrains compliqués. Bilbao, Almeria et le Celta Vigo, ils ont gagné sur ces 3 terrains là. À chaque fois il y avait un dénominateur commun. Le dénominateur commun s'appelait Jude Bellingham. D'ailleurs, en passant, parenthèse, une grosse parenthèse. J'ai failli sortir un des Bellingham dans la draft. Moi aussi, j'étais sûr que tu allais dire ça. Quand t'as coupé là, j'étais sûr que tu allais dire ça. Moi aussi, Job Bellingham, il fait un super début de saison à Sunderland là. Il a marqué 2 buts pour son premier match, il est à 5 millions, grosse progression. Moi aussi, je l'ai dans le viseur, le petit Job Bellingham, 18 ans. Attention. Ils ont des bons jeunes là-bas, ils ont des bons jeunes, des jeunes pertinents, des jeunes très pertinents chez les Bellingham. C'est vrai. Donc, bref, un dénominateur commun, Jude Bellingham, qui claque des buts. Le Real enchaîne. En fait, si je regarde bien, ils ont perdu face à l'Atlético ce week-end de 3-1, mais sinon, mis à part ça, ils étaient sur 6 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Cependant, cet été, il s'est passé quelque chose d'assez important. Kylian Mbappé, finalement, il n'est pas venu. En fait, j'ai l'impression que ça passe crème.
En fait, de toute cette histoire-là, nous tous, on a été là, on nous a fatigués, on nous a épuisés mentalement, machin. Il y a des pages qui sont venues ici, moi je vais pas citer, mais il y a des pages ici, on se connaît tous quand même, franchement, on se connaît tous dans le quartier. Il y en a qui ont cité ici que Mbappé va partir début de l'été. Je me rappelle, j'étais en vacances, mais j'ai stressé, j'étais en vacances. Il y a des gars sur Twitter, ils ont dit Mbappé, il va partir. Moi, je me rappelle, j'étais là, j'étais dans l'eau, j'étais censé me rafraîchir, j'étais en sueur, je comprenais pas. J'ai dit, mais Kylian, tu vas où? Il va au Real. J'ai dit, peut-être que c'est terminé. Tout ça pour en finir avec Kylian qui est là, qui est à l'infirmerie en ce moment, même au Paris Saint-Germain. Donc, franchement, on va être sérieux. Ils n'ont pas de numéro 9. Et ce week-end, on s'en ils n'ont pas pris Kane aussi. Ils n'ont pas pris Kane aussi. Apparemment, Florentino n'a pas voulu dépenser. Je ne sais pas, les insiders du Real pourront nous dire. Le problème, il est simple, c'est qu'on se rend compte de la limite un tout petit peu de cet effectif-là. C'est un très bel effectif, il n'y a absolument rien à dire. Jude Bellingham, il est venu, le dispositif tactique a changé, il a réussi automatiquement à s'intégrer et à performer. Cependant, quand tu joues face à une équipe comme l'Atlético ce week-end, que tu te permets de venir sans numéro 9, j'ai deux questions à te poser. Est-ce que c'est parce que Joselu n'a pas le talent qu'il faut, et c'est ce que peut-être estime Ancelotti pour le faire jouer, ou est-ce que c'est parce que Ancelotti réellement, en fait, il regarde son 11 de départ, il se dit que c'est un grand match, c'est le derby de Madrid, et je suis obligé de faire jouer, en fait, Luka Modric, de faire jouer Toni Kroos, de faire jouer certains joueurs, donc je m'adapte par rapport à cela, et je mets ce 11 de départ-là. Parce qu'à la fin, on s'en est rendu compte que 109, ça marche pas. Bah, non mais la situation du Real, c'est peut-être la plus simple à analyser cette saison. C'est pas normal pour un club comme le Real Madrid de bricoler et de pas avoir de numéro 9. Et en plus, t'as perdu en tout début de saison Vinicius et Courtois. 2 des 3 joueurs les plus importants de tes dernières saisons. Eder Militao. Eder Militao aussi, en plus. Donc voilà, ça, c'est la situation actuelle du Real Madrid. Et après, l'autre point que je dirais, pourquoi est-ce que ça vient jouer contre l'Atleti sans Joselu ? Je pense le Real, ils ont ces problèmes-là. Et en même temps, on a parlé de la blessure de Vinicius, de Courtois, d'Eder Militao. Il y a eu d'autres choses qui sont arrivées au Real Madrid sur les dernières années. Il y a eu les recrutements de Tchouaméni, de Camavinga, de Jude Bellingham. T'as toujours Modric, t'as toujours Kroos, t'as fait des Valverde. T'as le milieu de terrain le plus fourni d'Europe. Donc, il y a une catégorie où le Real est top 1. Au monde. Le reste, compliqué. Donc je comprends la tentation de venir et de jouer avec le maximum de milieu de terrain. Et en plus, Modric, il avait été très bon en milieu de semaine contre Union Berlin. Il avait été vraiment, vraiment très bon. Kroos, je trouve qu'il fait plutôt un bon début de saison. En plus, il marque contre l'Atleti. Donc le choix, je le comprends vu les circonstances. Mais normalement, le Real a un 9. Et se retrouve pas à devoir bricoler de cette manière. Donc ça me semble assez clair que c'est une saison qui s'annonce un petit peu compliquée pour le Real. Jude, on a dit au début de saison, c'est génial que ça prenne aussi bien, mais c'est aussi problématique que ce soit lui le pourvoyeur de menaces et d'appels dans la profondeur, dans l'axe. Normalement, tu as un vrai attaquant pour faire ça. Benzema n'a pas été remplacé, donc tu as remplacé Mariano par Joselu et Benzema par personne. Donc évidemment, ça va être difficile. Et c'est dommage un peu, moi je trouve, de ne pas mettre Joselu dans la position de ce numéro 9 là, un peu titulaire en fait. Je veux dire, donne-lui sa chance, c'est sa chance à la fin de la journée, j'ai envie de dire. C'est sa chance d'être arrivé dans ce Real là. Déjà, c'est un transfert qu'on ne s'attendait pas, on ne pouvait pas prévoir. En tout cas, moi, j'avais absolument pas vu. Donc le fait qu'il arrive dans cette équipe là, en plus de ça, il n'y a pas de numéro 9 aujourd'hui. Il a ce profil là. C'est peut-être pas le plus talentueux, c'est peut-être pas celui qui va finir les occasions comme le faisait Karim Benzema d'une manière extraordinaire dans des soirées de Ligue des Champions où il nous a bluffé, mais quand même, moi je trouve que le profil est important pour la stabilité du jeu du Real. De la même manière que le Real, quand ils ont perdu à un moment donné, il y a des années, Claude Makelele en numéro 6, ça a été compliqué parce que ce profil de 6 là, ils ne l'ont retrouvé que quand ils ont retrouvé Casemiro, tu vois. Donc en fait, c'est-à-dire qu'au Real, il y a des bases qu'on n'enlève pas, et aujourd'hui, ils sont en train de jouer avec une base, et moi ça me stresse un tout petit peu, donc pour moi ça met beaucoup de pression sur Bellingham aussi, parce qu'à un moment donné, le football il est ainsi fait en fait. On te voit performer, on est content pour toi, bravo, etc. Mais là tu performes pas, on se pose des questions automatiquement. Les gens sont ingrats, les gens n'en ont rien à faire en fait. Les gens n'ont rien à faire. Très intéressant, donc, très intéressant le parallèle avec Makelele, parce que un autre Français qui est parti à l'époque 20 ans plus tôt, en 2003, et à l'époque c'est Flo Pérez le président, et il dit c'était un joueur moyen, pas rapide, pas de qualité technique, il nous manquera pas.
Et en vrai, ça a totalement déstabilisé ce Real Madrid. Ça a régalé le Chelsea de Mourinho. C'était un des transferts les plus importants de cette époque, où la Première Ligue passe en 4-3-3 au lieu du 4-4-2 avec l'arrivée de Mourinho à Chelsea, etc. Et de l'autre côté, le Real Madrid galactique, c'est un fiasco. Donc ouais, c'est sûr, un peu comme avec Benzema là, tu perds un joueur qui est fondamental dans un rôle un peu spécial, tu le remplaces pas. Bah ouais. Quand tu vois ce que fait Harry Kane en ce moment, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. On va aller directement vers le rival catalan qui lui pourtant ça va. Bizarrement, même les deux Catalans, ça va. Ouais, Out of nowhere, ils sont deux Catalans en train de tenir là. Ils sont deux cousins. C'est clair. Je me pose des questions à savoir où est l'Espagnol de Barcelone. Où est l'Espagnol de Barcelone, franchement. Parce que Girona se gère en ce début de saison. Incroyable. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. En plus, à Girona, il y a toujours des petites pépites assez intéressantes qui, à un moment donné, vont peut-être finir quelque part dans un des clubs de Manchester City à travers le monde. Tu as une philosophie de jeu aussi qui ressemble beaucoup à celle de Pep Guardiola parce que c'est un club satellitaire de Manchester City. Donc, le fait que Girona il soit là en ce début de saison, franchement, ça va, il se gère, il n'y a absolument rien à dire. Mais le Barça, quand même, franchement, en termes de recrutement, bizarrement, si on devait faire la même vidéo qu'on a eu l'occasion de faire il y a à peu près un an, qui a le meilleur effectif, ben là, t'en arrives où tu te dis, mais c'est incroyable, en fait. C'est pas, en fait, finalement, avoir le meilleur effectif, c'est pas avoir le plus d'argent. Parce qu'eux, ils ont réussi à créer un effectif qui, en tout cas, sur 12 mois. Maintenant, je ne sais pas après. On verra après. Voilà. Après, quand les propriétaires de tous ces joueurs-là vont venir et vont dire, bon, les gars, vous avez fini de vous amuser, vous avez fait les tours de piste, vous avez bien aimé le bolide, il roule bien, etc. Il n'y a pas eu de problème et tout. Eh ben, maintenant, il faut payer. Tu vois. C'est quand ça va arriver, on va voir. Mais pour le moment, ça va trop bien. C'est un bon parallèle. parallèle. Ça va trop bien en ce moment pour le moment. Cancelo, Gundogan, João Félix, je dis bien, c'est excitant, c'est beau, c'est du football, c'est sexy football, franchement. Ouais, incroyable, tellement fluide, tellement créatif, il se passe juste beaucoup plus de choses, t'as tellement de possibilités. En vrai, c'est quand même, enfin, si on se pose 2 minutes sur le fait que ce Barça-là, qui voulait être un des membres fondateurs de la Super League, tellement il manque de moyens financiers, tellement c'est la Res, ce Barça-là qui arrive et qui aujourd'hui, si on nous avait dit il y a quelques années, ok, le Barça, ils vont avoir Lewandowski en pointe, la future superstar du football mondial sur l'aile droite, Lamine Yamal. Ils vont avoir Gundogan, le capitaine vainqueur de la dernière Ligue des Champions, et il va être associé à João Félix, qui est genre quoi, top 2 ou top 3 des recrues les plus chères de l'histoire quand l'Atlético l'a acheté, ou peut-être top 4, parce qu'il y a quoi, Griezmann et Coutinho, etc. Et ils vont avoir Cancelo, qui était le meilleur latéral droit du monde. Et puis, droit et gauche même, droit et gauche même. Droit, à un moment donné, la droite gauche, c'était le meilleur, les deux. Et puis voilà, donc il y a ça. Et puis en attendant, à gauche, ils ont Baldé, qui est un top joueur. Je veux dire, même Lamine Yamal, en ayant été aussi intéressant sur le début de saison, même en n'étant pas forcément titulaire, tu as l'impression qu'il en a reboosté certains. La concurrence, elle a monté d'un cran, et du coup, on commence à avoir des performances intéressantes de Rafinha, de Ferran Torres, même si c'est pas exactement la même position, mais Ferran Torres, il fait un super début de saison aussi. Donc, je veux dire, juste sur la qualité des noms là qu'il y a actuellement dans le 11, quand je vois certaines séquences, Cancelo, Félix, Gundogan qui combinent, et c'est terminé par Lewandowski, je me dis, waouh, pause, est-ce qu'on se souvient des 11 qu'alignait le Barça il y a 3 ans ? Il y avait des moments vraiment compliqués avec Luc de Jong, etc. Donc là, c'est quand même un autre truc. Mais, forcément, avec le Barça, c'est toujours un petit peu la même question. C'est à quel point est-ce que c'est durable ? Parce que moi, je suis trop content que cette équipe, elle joue comme ça. C'est vraiment kiffant, ça rend leur match kiffant, alors qu'il y a des moments, c'était un peu difficile. Mais c'est vrai, les deux Joao, ils sont en prêt sans obligation d'achat. Et c'est un club aussi qui a quand même hypothéqué une partie de ses revenus futurs avec le deal. Je me souviens plus exactement combien de pourcentage, mais les fameux leviers, machin. Donc bon, t'as l'impression de voir quelque chose qui est vraiment cool, et il faut un petit peu fermer les yeux quand on pense au futur. D'ailleurs, c'est ce que je vois quand je regarde, par exemple, les longs résumés du Barça sur la chaîne YouTube de Zigo. Le premier commentaire, c'est « Ouah, trop bien, maintenant il faut vraiment qu'on trouve un moyen de garder les deux Joao. » Parce que tout le monde au Barça pense la même chose. C'est génial ce qu'on voit, on a envie que ça dure longtemps maintenant. Et pourtant, pour garder les deux Joao, l'été prochain, il va falloir sortir de sacrés chèques. Donc peut-être qu'ils pourront le faire. Mais c'est quoi ça va valoir combien les deux Joao ? Peut-être que la bonne nouvelle pour eux, c'est que les deux sont en froid avec leur club. Mais les deux ensemble, t'es sur, je sais pas, peut-être 150 millions d'indemnités de transfert, un gros salaire derrière et tout. Donc ouais, pour un club qui a eu du mal à enregistrer certains joueurs. Mais bon, peut-être que la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils ont quand même plein de petits jeunes qui forment ou qui post-forment
quand on pense à Pedri qui n'est pas exactement formé mais qui va revenir, Gavi, Baldé, Yamal, etc. Au moins ils ont gardé ce truc-là de continuer à sortir continuellement des petites pépites. En plus il y a Araujo qui revient de blessure, il y a Ter Stegen qui est revenu à un top niveau. En vrai c'est vrai, quand tu vois l'équipe du Barça actuellement, le 11 plus certains remplaçants, tu te dis wow, c'est pas mal, il y a de la vraie puissance de feu. J'espère que ça tiendra. Tu as tout dit, hein, franchement, tu as tout dit sur cette équipe du Barça là. Moi, j'ai même envie de faire un petit rappel parallèle, tu vois, un peu historique, assez intéressant sur ce que tu viens de dire. Ça m'a fait penser à quelque chose. Quand tu as dit que Lamine Yamal, il arrive dans cette équipe là et ça a regalvanisé un peu la concurrence. Donc les boys qui se géraient pas, ils ont décidé de commencer à se gérer parce qu'ils ont compris que quand même, tu peux pas avoir un petit, tu peux pas t'appeler Ferran Torres, t'as un petit de 16 ans, il te prend ta place en club et en équipe nationale quand même. Franchement, tu vas dire ça comment au quartier? Tu vas sortir dans le quartier, t'as honte, tu baisses les yeux là, on va te regarder, on va dire mais Ferran. Non mais franchement. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire ce truc là parce que j'ai vu récemment une vidéo de Ludovic Giuli, je pense qu'il parlait de l'arrivée de Messi au Barça. Je me suis dit ça c'est un éternel recommencement au Barça d'avoir des jeunes qui sortent et des jeunes qui viennent mettre la concurrence et la pression à ces adultes là qui sont en équipe A en fait, pour leur rappeler que c'est le talent il est là et que s'ils ne se gèrent pas ils vont perdre leur place. Parce que Giuli disait dans l'anecdote en fait que quand Messi il est arrivé, il dit lui on lui parlait de Messi, on disait ouais il y a un gars il s'appelle Messi, tout ça, il est dans les équipes réserves, bon il est fort quoi, tu vois, il est là, il est chez les petits, il est fort, tu vois, mais bon voilà, pas plus. Donc lui il se dit qu'il a encore peut-être 2 ans, 3 ans à jouer au top niveau et tout. Il dit que première fois il a vu Messi à l'entraînement, il a compris que il a compris que la concurrence était arrivée. Ces jours étaient comptés. Il s'est dit, oh là là, il a compris, il a vu le petit à l'entraînement, à l'entraînement, même pas en match. C'est après quand il l'a vu en match, c'est là où il a capté qu'en fait c'était fini. Il a capté que là, lui, c'est-à-dire que s'il était là pour se dire qu'il allait rester 2 ans ou 3 ans et tout, il savait qu'il lui restait des mois en fait, en tant que tel, à pouvoir garder cette place de titulaire là au Barça. Donc effectivement, Lamine Yamal, c'est la même chose. Gavi et Pedri au milieu de terrain, ça a été la même chose. C'est la force un peu de ce club-là. Et en ce moment, ils font un très bon début de championnat. Mais comme tu as dit, on va voir la saison prochaine comment ils vont s'en sortir, parce qu'il y a des questions à se poser, à savoir, écoute, je suis désolé quoi, mais c'est des prêts sans option d'achat. Mais même s'il y avait option d'achat obligatoire, même en fait, dans tous les cas, ils sont foutus. Ils sont foutus parce qu'ils sont dépendants. En fait, c'est ça le problème. C'est quand tu deviens dépendant de quelque chose. Et là, tu deviens dépendant de ce João Cancelo parce que tu t'es rendu compte de ce que ça faisait de ravoir un latéral à la hauteur de peut-être Dani Alves, tu vois, quand il jouait au football. D'avoir des milieux de terrain comme Gundogan qui ont cette vision-là que Xavi lui-même il a et qui ont cette volonté-là d'être coach après, à la fin de leur carrière. Il y a plein de choses, en fait, qui mixent tellement bien que pour moi, ça donne un très beau cocktail au Barça. Donc, j'ai hâte de voir leur saison, surtout de les voir en Ligue des Champions. Tout à l'heure, on a eu l'occasion de discuter donc rapidement des attaquants en se disant qu'au Real peut-être voilà, si Harry Kane était venu les choses se seraient passées autrement. Harry Kane en ce moment il est en pleine forme avec cette équipe du Bayern là. Ce week-end il a encore une fois claqué un triplé, si je me trompe pas, même il rajoute 2 passes décisives. Tu as un très bon Harry Kane et avec n'importe qui. En fait tu fais Harry Kane Thomas Müller ça marche, tu fais Harry Kane avec le petit tel ça marche, tu fais Harry Kane Choupo-Moting ça marche, tu fais Harry Kane Musiala ça marche. En fait Harry Kane tu te rends compte que lui franchement il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. C'est un très très bon joueur de football. C'est un boy qui est tout à fait complet, qui réussit à très bien s'intégrer dans cette équipe du Bayern là et qui en ce moment fait un très bon début de saison. Mais à côté, il y a un autre gars, il s'appelle Guirassy. Guirassy, il n'était pas à Rennes. Ouais. Voilà, c'est ça. Je veux dire que c'est cool. Si. Mais ça, c'est des gars que nous, et à Amiens avant ça, on a vu passer. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu sors de chez toi à Amsterdam, il y a un mec, tu le vois passer tous les jours avec son café. Tranquille, hein, tu le vois passer en jogging comme ça, tranquille, etc. Demain, tu te lèves, tu vois la liste de Forbes, top 100, machin, etc. Tu vois le gars, il est premier. Tu t'assois, tu dis, mais attends, tu dis, c'est le frérot en jogging là que je vois tous les jours en sandales passer comme ça, mais il fait quoi lui en fait dans la vie pour arriver comme ça, genre multimilliardaire dans Forbes et tout. C'est la même chose avec Guirassy, mais Guirassy, il fait quoi là? En fait, qu'est-ce qu'il veut, Guirassy? Faut qu'il nous explique ce qu'il veut. Il met des buts et des vrais buts. La dernière fois, son 10e but, mais il est exceptionnel. Franchement, des buts, tu te dis. Ouais. Je te demande même, est-ce qu'en Bundesliga, qu'est-ce qui se passe en fait? Les gardiens, les trucs, incroyable début de saison de Guirassy, qui est, je ne me trompe pas, à 10 buts en ce moment. Donc bref. Tu as une course entre Harry Kane et Guirassy, 2 joueurs avec 2 profils, 2 carrières totalement différentes. Je trouve ça très excitant en ce moment. Et on peut ajouter dans la course au Golden Boot allemand, ça, Boniface. C'est ton boy. Boniface, c'est ton boy Boniface. Qui a 6 buts, 2 passes aussi. Pour l'instant, le classement, après 5 journées de Bundesliga, on a Guirassy, 10 buts, 1 passe.
Kane 7 buts, 3 passes, Boniface 6 buts, 2 passes. Donc 10, 7, 6 sur les buts. Je pense un pari que tu peux prendre avec pas mal de certitude, c'est que le meilleur buteur de Bundesliga cette saison, il en aura plus que la saison dernière, parce que la saison dernière, sans Robert Lewandowski, on a eu une saison où le meilleur buteur du championnat, il a marqué 16 buts. C'était à égalité entre... C'était pas Füllkrug? Füllkrug et Nkunku, exactement. C'est ça, c'était Füllkrug, je me rappelle. Füllkrug, 16 buts en Bundesliga. L'année d'avant, c'était genre 32, je pense, avec Lewandowski. Ouais, c'est sûr. Donc on a 35, c'était 35. On a eu une vraie période, vraie année de vide. Et là, Guirassy, il en a déjà 10 au bout de 5 journées. Et bon, je mets quand même une petite pièce sur Kane, meilleur buteur. Et il aura peut-être plus d'opportunités qu'à Stuttgart pour Guirassy. Mais non, j'ai vu Guirassy, j'ai vu le dernier match, enfin pas en entier, mais j'ai vu le petit highlight contre, il me semble, Darmstadt, si je me souviens bien. Et ce qui m'impressionne dans ces 2 buts, les 2 buts ils sont exceptionnels, mais le premier là, il se retourne et il envoie une frappe un petit peu excentrée bord de la surface de réparation. Sur ce but, j'ai vraiment vu un gars comme dans les jeux vidéo quand ils ont les flammes autour d'eux et qui peuvent tenter n'importe quoi et ça rentre. Genre le mec, c'est bon, il est à 8 buts sur les 4 premières journées. Guirassy, je pense qu'il est sur un nuage en ce moment, il tente tout ce qu'il veut. Il se retourne en totale décontraction, totalement relâché et boum, pleine lucarne sous la barre de 18 mètres, un petit peu excentré sur le côté. Même le troisième but du match du coup est vraiment pas mal, le petit piqué tranquille. Mais exceptionnel. C'est beau, hein, c'est beau. Plein de sang-froid, plein de sang-froid. Tu sens le mec qui est en confiance en ce moment, parce que autant Harry Kane, ce qu'il fait en ce moment, moi ça m'étonne pas. Je m'attendais juste à voir comment Harry Kane va être utilisé dans cette équipe-là. Ouais. Et je me suis rendu compte que lui, il est arrivé, c'est un point focal. Maintenant, autour de lui, il y a des boys qui vont tourner, tu vois. Ça va être Musiala, Choupo, machin, Müller, etc. Le gars va se gérer dépendamment de son envie tactique du jour, le Thomas, tu vois. Donc Harry Kane, il performe, ok, il n'y a pas de problème, il l'a fait en première ligue, il était à ça de battre le record de Alan Shearer. Alan Shearer lui-même l'a amené à l'aéroport. Il a dit Harry, pars. Il a dit Harry, s'il te plaît, pars, ne bats pas mon record, ça fait des années j'ai mon record, tu vois. Mais il va revenir le battre à un moment donné. Donc Harry, ça ne m'étonne pas. Mais Guirassy, c'est tout simplement exceptionnel. Ça me rappelle un peu Osimhen l'année passée en début de saison. Tu as l'impression que, effectivement, comme tu dis, tout ce qu'il tente, ils vont marquer. En fait, tout ce qu'il tente, ça va rentrer. Le gars va frapper de n'importe où, le ballon va rentrer comme un cheat code. Donc j'ai hâte de voir, effectivement, l'évolution de maintenant, cette... pour Guirassy, je vais peut-être tempérer un petit peu les ardeurs. Donc il en a marqué 10 pour l'instant sur sa carrière pour l'instant, et c'est déjà un joueur qui a 27 ans. Par exemple, à Rennes, en 3 années, il en a marqué 19. En une année à Amiens, c'était une bonne année pour lui à Amiens, ça lui a permis d'obtenir son transfert. 13, il en a marqué 10 en championnat en tout cas. 10, ouais. Il avait déjà eu un passage en Bundesliga en 2016, entre 2016 et 2019, quand il avait 20-23 ans. Il avait marqué 6 buts avec Cologne en 37 journées. Donc je pense, voilà, c'est très bien en vrai, les buts ils sont incroyables, c'est un bon attaquant, mais je pense que la Bundesliga quand même, ça, pour certains joueurs, ça augmente, ça gonfle un petit peu les totaux. Quand je vois que Stuttgart a quand même planté, il me semble, 2 fois 5-0 sur ce début de saison. Et c'est Stuttgart, donc c'est cool, mais j'ai vu aussi des années où tu as des Anthony Modeste qui finit à quasiment 20 buts, et puis après on voit aussi ce que c'est à Dortmund, ça marche un petit peu moins bien, donc bref, je veux pas être trop négatif, mais on a souvent quand même des histoires en début de saison de gars qui sont tout feu, tout flamme. Je pense ça veut pas dire que Guirassy jouera des gros matchs de Ligue des Champions sur les saisons qui viennent, mais on verra en vrai mais j'espère. Pour l'instant il est kiffant. Ce que tu dis, c'est une réalité, hein, c'est ce qu'on disait tout de suite. Il y en a, tu t'y attends pas, mais c'est pas comme si toute leur carrière, ils t'ont pas montré aussi des bribes de cela. Tu vois, c'est pas comme si moi, Guirassy, à un moment donné, il nous a bluffé. À un moment donné, on s'est dit non, le frérot, là, lui, un jour, c'est pas ça, en fait, tu vois. Ouais. C'est un très bon attaquant. C'est comme si, comment il s'appelait le tonton, là? C'était pas Diabaté? Ouais. Qui était à Bordeaux, non? Ouais. Le grand. Ouais, bah il est sénégalais. C'était lui, si je me trompe. Non, il était malien. Il était malien. Diabaté. Je pense que c'était lui, le très grand là et tout. Mais pour un attaquant de Ligue 1, mais vraiment guerrier en fait. Partout où il est allé, il a été pertinent et tout. Maintenant, si un jour tu te lèves et qu'on te dit qu'il est en première ligue, il a claqué 10 buts en 4 matchs à Londres, là, tu t'arrêtes, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est assez étonnant, mais on lui souhaite en tout cas tout le meilleur, une belle saison et pourquoi pas, voilà, réussir au moins l'exploit parce que Stuttgart finisse devant le Bayern, c'est difficile, mais que lui, il finisse devant Harry Kane, on ne sait jamais. Dans la vie, tout est possible. Une équipe qui roule très bien,
Et j'ai envie de finir avec eux en ce moment. Franchement, je pense qu'on les a tous reçus 5 sur 5, voire même 6 sur 6, je sais même plus. Ils sont en pleine forme en ce moment. C'est l'Inter Milan. 6 sur 6, non? 6 sur 6, hein. C'est l'Inter. Non, 5 sur 5, pardon, excuse-moi. 5 sur 5. Ouais. Ils sont forts, ils sont en pleine forme, que des belles victoires, que des scores en plus. Je sais pas quoi dire en fait. Offensivement, tout va bien. L'Inter, ils peuvent rêver de quoi, d'après toi, Hulou, à partir de maintenant? L'année passée, ils nous font quand même finale de Ligue des Champions. Tu perds 1-0 sur une frappe de Rodri. Je peux te dire que bon, tu es tombé face à plus fort quand même, mais bon, tu es pas loin peut-être de créer un petit exploit. Après, le parcours était pas mal. Ils sont bien sortis de leur groupe. Hein. Ils sont bien sortis de leur groupe, mais comme tu le dis souvent, pour Arsenal, t'aimerais bien un parcours en mode Inter, où tu chopes Benfica, Porto pour des matchs de 8e, quart de finale de LDC ou quart demi. C'est ça, Milan. Ouais, et Milan ensuite, effectivement, en demi-finale. Bon, pour l'Inter, non, c'est bien. Ils ont encaissé un but en 5 matchs. Donc c'est très très solide. Ils en ont marqué 14. C'est la meilleure attaque et la meilleure défense de Serie A. C'est toujours tactiquement costaud. Ils ont donné une vraie leçon à l'AC Milan là-dessus, sur un match qui était tactiquement tellement maîtrisé, comme ce que Inzaghi produit en général en Ligue des Champions, je trouve. Toujours ces circuits, les obliques, la vitesse en contre-attaque. Et en plus, ils ont trouvé avec Marcus Thuram un vrai bon gars en complément de Lautaro Martinez. C'est cool. Moi, j'aime bien Arnautovic aussi sur ces petites entrées. Maintenant, voilà, je pense que reproduire ce qu'ils ont fait la saison dernière en Europe, ça va être compliqué quand même. Même là, contre la Real Sociedad, ils sortent un petit peu par le trou de souris sur la première journée. Ils ont fait un partout avec un but à la toute fin de Lautaro Martinez. Bon, je pense que se battre pour le titre en Serie A, et bon, ils ont 3 points d'avance sur l'AC Milan. Moi, je vois une vraie course Inter-AC Milan, que je pense l'AC Milan gagnera à la fin. Mais réussir à aller chercher un titre de Serie A et regrimper au sommet de la Serie A, ouais, c'est un bel objectif pour une Serie A qui est le deuxième championnat le plus kiffant à suivre si on aime les batailles top 4, et même pour le titre en vrai. Même si moi j'adore la Première Ligue, je mets au-dessus de tout. Quand tu cherches une bataille pour le titre, c'est en Serie A qu'il faut aller, parce qu'en Serie A, il y a eu, si je ne me trompe pas, les 4 derniers champions sont 4 équipes différentes. Je crois qu'on a Juve, Milan, Inter, Naples, il me semble. Ouais. Donc voilà, c'est toujours... aller chercher le titre de Serie A, c'est un vrai accomplissement. Donc déjà ça, pour l'Inter, ce serait top. Et puis après, en général, en coupe, ils ont de très bons résultats. Ligue des Champions, on verra, parce que le groupe Salzbourg, Benfica, Real Sociedad, il est costaud hein, aussi. C'est un groupe très difficile. Mais bon, je pense quand même l'Inter est favori pour en sortir. Mais ouais, un bon parcours européen et un titre, gagner la Serie A, ce serait une excellente année. Pour l'instant, je vois encore l'AC Milan devant, mais on verra. Moi, je trouve ça très intéressant en fait. Je trouve que c'est une belle équipe. Ça fait plaisir de revoir cette équipe-là revenir, mais là vraiment faire partie des grands quoi maintenant. C'est-à-dire que ces dernières années, peut-être ça a été un tout petit peu plus difficile à un moment donné, mais l'année passée, ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, ça nous a automatiquement rappelé c'était qui l'Inter. Tu vois, genre t'avais un peu oublié en fait c'était qui l'Inter. Et là, tu t'es rappelé c'était qui l'Inter en fait. Tu dis ouais non l'Inter quand même, il y a eu des Inter de Adriano, des Inter de José Mourinho, des Inter de comment il s'appelle là mon attaquant, oh là là, long cheveux, machin. Il y en a tellement. Doublé en finale de Ligue des Champions face au Bayern, crochet sur, je pense que Diego Milito. Milito, je pense c'est Van Boyten qui l'a accroché, ou je sais plus c'est qui il a accroché, t'es là-bas, il a laissé sur place. Ouais, Milito, bien sûr. L'Inter, c'est une grande institution. Immense club. L'histoire est tellement extraordinaire. Même l'histoire de la fondation de l'Inter, en mode le club qui permet à toutes les nations de se retrouver. L'international, tu vois, la vraie internationale. La scission avec l'AC Milan qui voulait que des joueurs locaux, etc. Et bon, l'histoire fondatrice de l'Inter, je la trouve magnifique. Le maillot, je le trouve extraordinaire. Il y a longtemps, maintenant, j'ai pas vraiment d'affinité spéciale en Serie A, mais c'était mon club un petit peu en dehors de l'OL, le club que j'admirais un petit peu. C'est le deuxième match que j'ai vu de ma vie au stade OL Inter. Il y avait eu 3 partout, c'était incroyable. Et j'ai un maillot de Ronaldo R9 Inter de l'époque là, dans le placard. J'ai Figo, ils ont eu tellement de joueurs fantastiques, Cambiasso, etc. On pourrait parler pendant longtemps de l'Inter. Donc magnifique club, et t'as raison, ça fait plaisir de les revoir après un moment vraiment difficile avec leurs propriétaires et tout. Ça n'a pas été facile. Non, pas du tout. Mais là, c'est kiffant de les voir à ce niveau, c'est clair. Il y a de retour avec un Lautaro
Lautaro Martinez toujours aussi pertinent. Il y a un joueur moi qui m'impressionne beaucoup dans cette équipe-là en ce début de saison. J'avais envie de parler de lui parce qu'il y en a beaucoup qu'on connaît déjà. Di Marco, on sait Barella, on sait Lautaro, on sait. Par contre, Mkhitaryan, la manière à laquelle il a réussi à s'imposer dans ce milieu de terrain, dans un poste où je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit à l'aise là-bas. Genre l'année passée, moi je me rappelle quand en début de saison je voyais Miki là-bas, j'étais comme bon, en fait qu'est-ce qu'il veut me faire là? Kalanoglou, Mkhitaryan, Barella, qu'est-ce qu'il veut lui? En fait j'étais comme, c'est comme, puis tu vois Barella il joue plus haut que tous les autres. Donc je te dis mais attends, je te dis qu'est-ce qu'il veut faire en fait? Et pourtant ça marche. Pourtant ça marche très très bien. Il se projette, il marque des buts, il est décisif, passeur décisif aussi. Thuram t'en a parlé. La dernière fois son but face à l'AC Milan est tout simplement exceptionnel. Ça aussi il faut le dire, très très beau. Face à Super Mike quand même, c'était pas n'importe qui. Donc, il l'a placé exactement là où c'était le seul endroit où la mettre, hein, parce que Mike il est dessus. Hein. Si tu vois le ralenti, ça passe vraiment juste au-dessus de la main et le ballon il n'aurait pas être plus haut parce qu'il est vraiment parfaitement dans la lucarne, donc il y avait un minuscule trou où la mettre, il l'a mis, incroyable. Pour finir sur l'Inter perso, je vais juste dire, c'est une équipe qui je pense est bien coachée et c'est une belle rédemption pour Simone Inzaghi qui lui aussi a eu des moments difficiles à l'Inter et là je pense qu'il y a quand même moins de personnes qui doutent de sa qualité. Je pense typiquement si demain ça se finit pour lui à l'Inter, il peut aller taper à la porte, bon en vrai il n'y a pas beaucoup de clubs, plus gros clubs que l'Inter, mais ouais totalement, équipe nationale par exemple, ou peut-être même des challenges si demain tu as un gros club de PL ou je sais pas, Real Barça qui cherche un nouvel entraîneur, je sais pas, mais en tout cas ouais non je pense une équipe bien coachée et avec de bons petits joueurs. Yeah, ça fait plaisir. Peut-être une nouvelle génération de coachs aussi qui vont venir italiens, qui vont revenir à la mode. Il est où Antonio Conte d'ailleurs? Ça m'a fait penser à ça. Il est où maintenant? C'est vrai. Il est où Conte? Il est au chômage? Bah ouais, je pense. Hein. Yeah, il n'a pas de club. Hein. Conte, depuis Tottenham, il n'a pas de club, non? Il est parti l'année passée en milieu de saison et puis depuis lors, il n'y a pas de. Effectivement, non, ça m'avait juste fait repenser. En fait, je me suis dit, je sais comment Mauricio Sarri, ça va, bon, il s'en sort, clopin, tranquille et tout. Mais ça m'a fait penser à Antonio Conte, effectivement, parce que l'autre, il est parti. L'autre, comment il s'appelle? Mancini, il est parti en Arabie Saoudite. Il allait coacher l'Arabie Saoudite. Maintenant, tu vois que tout le monde part. Willou, tu pars quand? Moi, je suis pas italien, donc ça va. J'ai encore un petit peu de temps devant moi. En tout cas, bah écoute, d'autres mots ou quelque chose à dire pour finir? Non, c'est juste super début de saison qu'on a. Et bon, tant que l'OL n'est pas relégué, on va passer une bonne saison. C'est le seul petit truc derrière là dans la tête, mais sinon pour l'instant je kiffe le début de saison. Quand j'oublie qui je supporte, je kiffe le début de saison. Yeah, on a vu que tu as créé une amnésie en fait partielle footballistique au niveau de ta tête. C'est vraiment un nouveau syndrome qui vient d'être découvert. On l'a découvert, voilà. Le patient X, il est là. Le patient 0, il est là devant vous, en fait. Son équipe de Toka. On va parler de l'OL à un moment. Non, mais attends, c'est-à-dire que là, il faut qu'on comprenne. Parce que nous, quand Arsenal était en train de galérer, on était là. Mais en fait, le problème, Stan, c'est que j'en ai fait tellement des vidéos sur pourquoi tu vois, en fait, la vidéo... OL 2 points, trop c'est trop. Je OL c'est plus possible. Enfin, en fait, tu vois. J'avoue, c'est la même chose qui revient. J'ai juste envie de dire, allez voir la dernière vidéo, tu vois. Moi, ça m'intéresse de parler quand il y a des choses qui ont changé, mais là, c'est pareil en fait, tu vois. À part dire que le club c'est une catastrophe, bon bah voilà. Et le changement est lent en fait, c'est ça aussi. Ça, sur ce point-là, je te comprends. J'avoue que chez nous, c'est allé beaucoup plus vite, donc même les temps de galère, ils ont paru longs à cause du succès précédent, mais c'est allé très vite. Alors que là, l'OL, ça fait longtemps que ça galère en fait. Ça doit gagner des championnats de France. Ça doit gagner des championnats. En tout cas, écoute, on va l'épargner. C'est terminé. La vidéo est finie. Merci beaucoup. C'est de ma faute. Hein. Je me suis vraiment, je me suis tendu ma propre perche pour me faire battre, ce qui n'est pas une expression, mais en gros, c'est de ma faute, j'aurais pas dû en parler. Yeah. Courage mon gars, courage, ça va aller, sincèrement, ça va aller. Ouais. Ça va aller. Pendant ce temps-là, Barcola, il est en train de casser les reins de Jonathan Klaus la dernière fois. Allez, ciao. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders. Bisous.